On est ready. Ok, donc bonjour tout le monde. Bon, les gens arrivent, mais c'est bon, j'ai coupé le son, donc ça va. Donc aujourd'hui, on va vous présenter du monitoring as a service, notamment avec GMP, GKE, Grafana et PagerDuty. Si vous ne connaissez pas ces outils, vous inquiétez pas, vous allez apprendre ce que c'est durant cette présentation. Du coup, on a présenté une version similaire, alors on l'a améliorée, mais on a présenté une version similaire aux App Mode Days chez Google. Donc voilà, donc c'est une présentation qui est déjà passée chez Google. Donc tout d'abord, pour remettre un peu dans le contexte, donc déjà je me présente, Guillaume Barceau. Lors de la réalisation de ce projet-là, à l'origine, j'étais lead SRE chez Maison du Monde. Donc je préfère l'afficher parce que c'est un contexte bien précis. Et Victor travaillait pour moi, donc je te laisse te présenter, Victor. Bon, pour certains, ça sera pas nouveau. Victor La Douceur. Du coup, comme le disait Guillaume, on va vous présenter une stack qu'on a mis jusqu'en production chez Maison du Monde. Donc, contexte Maison du Monde. Et donc, du coup, Guillaume m'avait donné l'opportunité de travailler sur ce projet de monitoring chez Maison du Monde. Okay. Donc, pour introduire un peu ça, donc je vais vous parler un peu du contexte qu'il y a chez Maison du Monde. Vous allez voir, je pense que c'est important de connaître le contexte qui a mené à cette réflexion. Vous allez retrouver des choses qu'on voit chez beaucoup de clients. Donc ça pourrait être utile à beaucoup d'entre vous, je pense, si vous voulez partir dans cette direction. Après, on va vous donner un peu les pain points et ce qu'on a réalisé. Voilà. Donc, tout d'abord, un peu de contexte. Donc, on trouvait chez Maison du Monde deux types d'applications, donc ce qu'on pouvait appeler des legacy apps et des applications beaucoup plus modernes. Tout ce qui était legacy était soit en on-premise, soit sur GCVE. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, GCVE, c'est un VMware managé chez Google. C'est généralement utilisé pour du lift and shift. Et du coup, ça, c'était toute la partie legacy qui ne va pas nous intéresser et qui ne sera pas couverte par ce projet-là. Et donc, cette vision-là, parce que l'objectif, c'était de passer sur l'infrastructure moderne. Et l'infrastructure moderne était composée essentiellement de GKE avec ASM. Donc, ASM, c'est du Istio managé. Et du Cloud Run pour du serverless et de la Cloud Function pour juste des petites fonctions techniques qu'on peut utiliser. Rien de bien exotique. Hop. Alors, concernant la stack de monitoring avant le début du projet, donc sur tout ce qui était legacy et surtout on-premise, c'était constitué de Zabbix, Prometheus et Grafana. Le Zabbix était managé, enfin toute cette stack était managée par les ops. Le Zabbix a été créé pour faire de la sonde, qui a été définie par les ops et très peu en codéfinition avec les devs. Ça arrivait, mais c'était assez rare. Et Prometheus, c'était utilisé pour de la métrique orientée purement opérationnelle, donc sur des machines, et c'était entièrement managé par les ops. Les devs n'avaient même pas conscience que ça existait. Grafana pour tout ce qui est UI, ça c'est assez classique. Pour tout ce qui est moderne plus legacy, le choix de l'APM New Relic a été fait à des fins de facilité. Alors, un APM, ça donne beaucoup de traces, ça donne beaucoup d'informations, c'est aussi extrêmement cher. Je sais qu'on peut tout mettre dans New Relic, ça a été d'ailleurs un grand débat chez Maison du Monde, mais ce qu'on voulait faire, c'était de sortir de cet écosystème qui était très lié et surtout payer moins cher, parce que dès qu'on rajoutait de la métrique ou dès qu'on faisait ingérer des éléments à New Relic, la facture pouvait grimper très très vite. Cependant, l'objectif, c'était pas de l'étendre complètement, on voulait garder comme l'aspect trace, parce que refaire tout le système de trace est extrêmement plus complexe. Et pour tout ce qui est la partie monitoring du cloud en lui-même, on utilisait Cloud Monitoring avec du Stackdriver. Donc pour tous ceux qui l'ont déjà utilisé, donc c'est du MQL, un langage propriétaire, qui est très utilisé par les ops teams, mais qui permet quand même d'être terraformé. Donc nous, on avait fait le choix de tout terraformer. Et si un développeur voulait rajouter une custom métrique à partir des logs, par exemple, il pouvait le faire en faisant une merge request sur le Terraform
Mais c'était beaucoup plus compliqué pour eux parce que Terraform, ils connaissent pas, ils développent pas tous les jours. Et du coup, seuls certains leads qui avaient vraiment l'envie d'aller plus loin le faisaient, mais pas plus que ça. Sinon, c'était les ops, c'était aux charges des ops de le faire. Donc, suite à ça, nos pain points. Donc, les développeurs avaient essentiellement un problème sur le fait qu'ils délivraient et ils ne voulaient pas avoir la visibilité. Enfin, en tout cas, ils ne l'avaient pas et c'était pas mené. Il n'y avait pas l'objectif d'avoir la vision en production au jour le jour, puisqu'ils n'étaient pas d'astreinte, ils n'étaient pas notifiés non plus. C'était les ops. Et du coup, il y avait vraiment le fait que les ops soient notifiés, mais qu'ils n'aient pas accès à la doc, qu'ils n'aient pas les bonnes métriques et qu'ils ne sachent pas quoi faire. Et du coup, il y avait vraiment ce wall of confusion qu'on voit très souvent. Et du coup, notre objectif, nous, en tant que SRI et petit à petit platform engineer, c'était de casser ces murs-là et d'avoir quelque chose de beaucoup plus fiable et beaucoup plus souple à ce niveau-là. Donc le monitoring n'était pas assez bien là-dessus. Du coup, suite à notre réflexion, nos objectifs, c'était de donner beaucoup plus de responsabilité aux développeurs, sans changer tout ce qui était les requirements ops opérationnels, donc tout ce qui était notification, documentation et fiabilité. Et on voulait tout garder en as-code et voire même pousser un peu la fonctionnalité plus loin en mettant du code un peu aussi bien dans la configuration côté dev que dans l'infrastructure côté ops. Et du coup, nos premiers outputs sur ces éléments-là, c'était de garder l'APM pour tout ce qui était trace, comme je vous l'ai dit avant, c'est de ne pas détruire l'existence sur la partie trace, de partir sur du Prometheus, qui était un produit, enfin qui est toujours un produit qui est avec une très forte communauté et qui est très utilisé dans des applications modernes avec de l'auto-discover et du pool, de garder du Terraform pour tout ce qui est base d'infrastructure et de le limiter à tout ce qui est infrastructure pure et ops, enfin partie ops, et d'implémenter des templates avec Helm, puisque tous nos apps côté développeur étaient packagés avec Helm pour pouvoir être déployés dans GPE. Donc, suite à cette réflexion, voici les 3 produits qui en sont sortis, et c'est du coup Victor qui a eu la charge de faire l'étude, le POC et la réalisation, donc je lui laisse la main. Merci. Ouais, effectivement, c'était un POC assez costaud, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Si tu veux bien passer, désolé, vu que j'ai pas la main, je vais te solliciter, Guillaume. Merci. Donc forcément sur le banc de test, la première solution qu'on a testée, c'est Prometheus en standalone. Alors je vais pas forcément le représenter dans le détail parce que je pense que vous êtes suffisamment au fait sur la solution de Prometheus qui répond à des problématiques sur les nouvelles architectures microservices ou cloud native, mais surtout qui répond à une problématique plus orientée business, c'est surtout sur le cycle de vie en fait des nouvelles apps. Contrairement aux apps, on va dire un peu legacy, où on avait des cycles de vie très, très, très longs avec des releases tous les 2-3 mois, si ce n'est plus, avec un bon fichier Excel pour piloter tout ça. Aujourd'hui, le marché fait qu'il faut délivrer très, très rapidement et les outils, on va dire, traditionnels comme du Zabbix, qu'on pouvait retrouver chez Maisons du Monde ou un équivalent comme Centréon, n'étaient pas forcément adaptés pour des cycles de vie aussi courts. C'est pour ça que Prometheus est devenu petit à petit une des références pour adresser ces nouvelles problématiques. Donc, de par son architecture, il est extensible avec un modèle orienté pool, comme le disait Guillaume, et donc du coup avec des métriques qui peuvent être orientées business et orientées techniques. Donc, pour le recontextualiser, côté Maison du Monde, il était déployé sur du on-prem, et c'était principalement de la métrique orientée Ops, donc CPU, RAM sur les différentes VM, sur les nœuds, donc très peu utilisé par les équipes de dev, pas de métrique business. Il dispose d'un composant qu'on peut ajouter à sa stack qui est l'Alert Manager, qui va permettre, par exemple, quand on déclare une règle, si le seuil est atteint, d'être déclenché et de propager cette alerte-là à un outil tierce. Dans notre cas, on verra que ça sera PagerDuty. Il dispose aussi d'une UI. Alors,
la UI est très pauvre, mais ça nous permet de visualiser toutes les métriques que le Prometheus a scrappé, ou bien de se plugger avec un Grafana, et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans la majorité des architectures sur des plateformes de monitoring. Et on dispose aussi d'un opérateur pour piloter tout ça de façon un peu plus industrialisée dans Cube, qui est très actif, très grosse communauté. Donc c'est bien, ça fonctionne, il y a aucun problème. Maintenant, ça a posé pas mal de pain points là-dessus. Donc bon, là, l'architecture du Prometheus, langage PromQL, assez simple et user-friendly, donc pas de difficulté à ce niveau-là. Une petite particularité de Prometheus, c'est que par défaut, il adopte un modèle orienté, c'est du pool, mais il y a la possibilité de faire du push sur Prometheus dans certains cas. On pense notamment à certains types de workloads sur lesquels Prometheus en mode pool n'est pas forcément adapté. Donc tout ce qui va être batch, les cron jobs par exemple dans Cube. Et puis ensuite, la partie push alert avec le alert manager dont je vous ai parlé, et le fait de pouvoir greffer un Grafana ou d'autres types de solutions pour faire de la data vise sur les métriques qui sont stockées. Autre petite particularité, par défaut, Prometheus embarque une time series database qui est stockée sur son disque sur lequel il est déployé. Et donc, c'est l'un des pain points aussi quand on va vouloir le mettre à scale, qu'on va relever juste dans la slide suivante, si je dis pas de bêtises normalement. Ah bah non, loupé. L'opérateur. Donc l'opérateur, il nous met à disposition des CRD qui nous permettent d'industrialiser un peu plus l'exploitabilité de Prometheus avec l'une des CRD principales qui est le service monitor, dans lequel on va déclarer une série de configurations, par exemple la gestion des labels pour savoir quelle application je dois scraper, qui comporte tel label, à quelle fréquence, l'endpoint, parce que dans Prometheus, par défaut, il s'attend à scraper un endpoint exposé sur /metrics, mais c'est là que c'est intéressant et c'est là la puissance un petit peu de Prometheus, c'est que tout est configurable et on n'est pas obligé d'exposer sur le endpoint par défaut pour X raisons, propre à son contexte. Et donc, du coup, avec l'opérateur, c'est un gain de temps, moins de MCO sur la stack, mais c'était pas suffisant à la fin du test. Merci. Première problématique, c'est la gestion de Prometheus at scale, parce que gérer un réplica, c'est bien, sur un cluster, c'est cool. Maintenant, quand on est en multi-cluster, comment on fait si on est sur du zonal, du régional ou même plus gros, multi-région, comment on fait pour gérer ça? Donc, on a un opérateur, c'est cool, mais si on veut scaler, comment on fait? La durée de rétention, parce que au niveau des métriques, si on fait que des petits use cases en mode POC, il n'y a pas de souci. Maintenant, si on a des métriques business, c'est 15 jours par défaut, la rétention sur son disque en local. Qu'est-ce qui se passe par contre quand on perd le disque, vu qu'elles sont pas stockées dans une base ou dans un object storage distant, c'est le disque, le PVC par exemple dans le cube. Comment on fait pour le restaurer? En cas de disaster recovery, on perd un cluster ou son nœud métrique. On peut pas se permettre aujourd'hui de dire au business, il y a plus de métrique, c'est fini. La partie scalabilité, ça pose un autre souci, c'est en cas de forte charge, parce qu'on a, par exemple, dans Grafana, on peut demander, par exemple, un historique sur 2, 3, 4 mois. Là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a que 15 jours de rétention. J'ai oublié de le préciser, sur depuis 1 an et demi ou 2, Prometheus, ils ont justement essayé de pallier à ce problème-là en permettant de stocker les métriques dans des object storage, pardon. Sauf que là aussi, tous les object storage ne permettent pas le read et le write pour les métriques. Donc du coup, on peut se retrouver à avoir un object storage pour la partie read, un autre pour le write. Ça devient très vite compliqué à gérer en termes d'architecture. Le sharding sur une instance en standalone, c'est pas géré. Il nous faut un deuxième Prometheus pour le faire. Donc ça complexifie l'architecture.
Et la partie multi-cluster view, avec la fédération, Prometheus le propose, mais le mode multi-cluster, nativement non. Et alors, on peut le faire en bricolant, mais voilà, si on bricole, c'est pas industrialisé, c'est pas automatisé. Et derrière, pour l'équipe SRI, Ops ou Dev, à maintenir, c'est beaucoup trop lourd. Donc, on s'est dit, il faut quelque chose d'un peu plus costaud pour répondre à notre problématique. Et la suite, normalement, il y a notre ami Thanos qui va rentrer dans la danse. C'est bon, là? Ouais. Hop, si tu peux aller sur la slide suivante. J'ai mis la slide suivante, justement. Sur Thanos, là. Ah, zut, pourquoi je ne l'ai pas. Nous aussi, on est resté sur la slide. Ouais. On est toujours sur la même slide. Problème de partage, peut-être. Victor et Clément, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, non, c'est bon, nickel. Ça y est. Ouais, nickel. C'est bon. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, une solution ou un outil qui peut aider à justement répondre à toutes ces problématiques? On a vu qu'il y avait Thanos. Alors, pour la petite histoire, très peu de ressources sur Thanos en Europe. La majorité des entreprises qui ont utilisé Prometheus et Thanos at scale, il y en a beaucoup. Elles sont principalement basées en Amérique du Nord, principalement. Donc Thanos s'utilise en complément, c'est une extension entre guillemets de Prometheus qui vient adresser les problématiques et les pain points que je vous ai cités juste avant, la fédération, la rétention des métriques, d'avoir un query at scale, parce que contrairement à Prometheus qui est sur un modèle pool, Thanos lui est sur un modèle orienté query et la gestion des backups. Donc si tu peux avancer s'il te plaît. Parfait. Donc ça, c'est vraiment une vue très, très macro de ce que pourrait représenter une stack Prometheus Thanos. Donc là, on voit le petit Prometheus qui est déployé sur le cluster. Avec Thanos, on a plusieurs composants. On a le sidecar Thanos qui, lui, en fait, il va scruter ce qui se passe sur l'instance Prometheus. Et il va venir solliciter le composant store qui, lui, va être responsable de tout ce qui va être lecture-écriture sur le storage existant. Donc là, c'est un Google Storage. On va avoir le compactor qui est un singleton. Et lui, il vient pour l'optimisation des coûts sur l'object storage, pour l'agrégation des métriques sur une période donnée, pour optimiser les coûts et éviter qu'on se retrouve avec X métriques qui sont plus sollicitées. Donc, il va faire l'optimisation du stockage. On a le Thanos Ruler qui est optionnel, qui n'est pas obligatoire pour une stack minimale, qui vient en fait entre guillemets remplacer le composant rule de Prometheus. Voilà, c'est un wrapper et qui va remplir à peu près les mêmes fonctions. Il remplit le même use case, c'est-à-dire on déclare un ensemble de règles. Si les conditions sont réunies, les règles sont triggered et c'est propagé dans un alert manager et après dans un outil tiers si besoin. Et puis on a le composant queryer. Donc ça c'est la grosse force de Thanos, où en fait on va avoir le Thanos queryer, on va avoir un queryer par cluster potentiellement, avec un queryer chapeau pour la partie fédération. Et en fait, le queryer, c'est lui qui va recevoir, par exemple, si on a un Grafana au-dessus qui va faire une query, ça arrive chez le queryer avec les labels et les métriques désirées. Il va réorienter vers le bon cluster la requête. Et puis après, c'est directement sur le sidecar que ça part parce qu'on veut la donner la plus fraîche par défaut. Si c'est pas dans le sidecar, ça part dans le store qui lui va sur l'object storage et après ça remonte sur le queryer. L'un des avantages de Thanos, c'est qu'on peut se dire mais j'ai plusieurs clusters, comment je fais si je la donnais en doublon? En fait, dans les sidecars de Thanos, il va labelliser grâce au label côté cube les métriques qui sont remontées en fonction du pod, les labels du pod pour éviter justement d'avoir des doublons. Et après, quand les résultats remontent, le courrier est capable de faire la déduplication de requêtes.
Tu peux avancer, merci. Donc, ça, c'est l'architecture qu'on a épurée chez Maison du Monde. Donc, on retrouve le front-end du courrier qui va être en data source après côté Grafana, donc data source Prometheus. Ensuite, on a donc 3 clusters. Donc, nous, on avait un cluster dit common, donc là où on avait nos Grafana. Et puis, on avait trois clusters, donc dev, recette, prod, et un object storage pour la rétention de métriques par environnement. Et puis après, on avait un courier, un store et un compactor par cluster pour le POC. Donc, ça fonctionne très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est même très, très rapide. On a été surpris par la capacité de Thanos à remonter des métriques même sur des plages en termes de plages temporelles assez larges. Ça remonte très vite. C'est très efficient. On n'a pas constaté trop de latence non plus, même au niveau de la consommation des ressources, c'est bien implémenté. Par contre, les hicks qu'on a rencontrés, donc ça permettait d'adresser tout ce qui est résilience, scalabilité, la rétention des métriques, aucun souci là-dessus, la flexibilité sur les storages existants, parce que bon, on l'a testé avec du JCS, mais on aurait pu utiliser du S3 ou du Blob Storage côté Azure. Par contre, c'est le temps d'implémentation, c'est assez costaud parce qu'en fait, c'est la même image Docker, mais avec des arguments qui viennent si on veut déployer un query, si on est en multi-cluster, il faut déployer une gateway pour la partie API Store. Donc, c'est assez costaud, c'est très lourd. On a cherché justement, Guillaume avait proposé de pousser l'étude un peu plus loin en cherchant est-ce qu'il n'y a pas un opérateur Thanos qui pourrait nous aider justement pour la partie exploitabilité dans Cube. Il y en a un, mais on a eu des réticences parce que en fait il était open sourcé, mais comment dirais-je, principalement maintenu par un propriétaire, pour pas le citer, Banzai Cloud. Donc pour nous c'était un peu risqué parce que c'était pas full open source comme ça. On n'a pas voulu prendre le risque d'eux. Et puis, c'est surtout la gestion des releases sur les différents composants de Thanos qui est complètement hétérogène. Donc, ça reviendra à gérer une stack assez lourde. Et puis, l'overhead au niveau de l'infrastructure. Parce là, on se retrouve avec un Prometheus à gérer, potentiellement avec son opérateur et avec toute la stack Thanos. Et donc, à maintenir, c'était pas viable. C'était pas vraiment notre cible, bien que il y avait des avantages par rapport aux problématiques qu'on avait avec Prometheus Standalone. Et donc, du coup, il y a GMP qui arrive. Donc, pour la petite histoire, dès le début de ce projet, Guillaume avait déjà de la visibilité sur GMP, mais comme on n'avait pas encore accès à la preview, on ne pouvait pas se permettre d'attendre parce qu'on n'avait pas du tout de visibilité sur quand est-ce qu'il allait avoir une alpha, une preview accessible pour qu'on puisse tester, et quand est-ce qu'il allait être GA pour être potentiellement utilisé chez Maison du Monde. Donc, en parallèle, il est sorti plus vite que prévu. Donc, l'idée de GMP pour Google, c'était justement de réduire au maximum tous les pain points adressés par Prometheus en standalone, mais aussi de simplifier Prometheus X Thanos. Donc, ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont fait un fork de l'engine de Prometheus qui a été rebaptisé les collecteurs, donc Prometheus Base Collector. Donc, c'est le même fonctionnement que l'engine de Prometheus, où en fait, on va venir déployer des collecteurs sur l'ensemble des nœuds d'un cluster ils vont ingérer les métriques et les stocker via l'API ingest de Cloud Monitoring dans la time series database qui est Google Monarch, qui est la time series database qui est utilisée par Google en interne sur tout ce qui est Cloud Monitoring, entre autres. Et après, via l'API PromQL, le fait de pouvoir récupérer les métriques qui ont été ingérées par les différents collecteurs. Et donc, du coup, soit se brancher avec la UI de Prometheus ou avec Grafana, qui était notre cible. Alors, les promesses de GMP. Donc, on commence par la rétention de métriques qui
qui était annoncé à 2 ans dans Monarch. Donc là, plus de soucis de qu'est-ce qu'on fait des métriques si ça tombe. Elles sont là, elles sont garanties par Google. Le fait est qu'on ait du support sur de la haute dispo sur les instances Prometheus parce que du coup, c'est Google qui opère, c'est plus nous. La partie, et ça c'était très important, et ça je pense que ça l'est si par exemple vous êtes dans des contextes, vous aujourd'hui, où vous avez ces possibilités de challenger l'existant, c'est que le but de GMP, si c'est un drop-in d'une stack Prometheus ou Prometheus Thanos existante, c'est qu'ils se sont efforcés, malgré que ce soit un fork, de garder les mêmes standards que Prometheus pour minimiser les coûts d'une migration éventuelle. La partie Workload Identity, donc ça, c'est vraiment top. La Global Query View, parce que ça, c'est quelque chose qui manquait sur Prometheus en standalone et qui était très lourd à mettre en place avec Thanos. Et non pas des moindres, le fait que ce soit une solution full managée. Et ça, c'était un des critères, c'était de fournir une plateforme avec le moins de MCO possible pour toutes les parties prenantes. Et potentiellement, si c'est géré par Google, on va pas s'en priver. Et le billing sur la gestion des métriques qui était très attractif. Donc, on va rentrer dans le dur. Comment ça s'est implémenté tout ça? Donc, GMP, c'est pas Google Marketing Platform, pour info, bien que ça puisse porter à confusion. Donc, comment on l'a... Donc là, ce petit diagramme, c'est vraiment le projet admin et un des projets live. Donc, par exemple, on peut se dire c'est le cluster de dev, par exemple. Donc, les premières versions de GMP, on avait donc l'opérateur GMP qui se déployait sur le cluster, des collecteurs, donc les collecteurs sous forme de daemon set avec un collecteur par nœud, un ensemble d'applications, une CRD que je vais détailler qui est le pod monitoring, et ensuite, donc ça c'est pour la partie pour ingérer les métriques, on déploie une CRD de type pod monitoring qui va venir récupérer un ensemble de métriques sur un endpoint à un intervalle donné d'une application donnée. Les collecteurs vont mettre à jour leur configuration quand on va déployer la CRD pod monitoring. Ils vont dire, OK, on doit aller scraper telle métrique à tel endroit sur telle application. C'est ingéré via l'ingest API de Cloud Monitoring. Et après, côté end user, je veux créer mes dashboards sur des métriques qui ont été ingérées. J'ai mon Grafana. Grafana ne gérant pas le O2 sur des data sources de type Prometheus, les suites recommandations de Google, c'était d'utiliser en fait le front-end de Prometheus comme passe plat, comme proxy, pour pallier à ce problème avec donc du coup le workload identity. Et puis on était capable d'avoir nos dashboards et d'afficher nos métriques sous un format visuel, donc histogramme, gauche et j'en passe. Donc la première implémentation, alors ça a beaucoup évolué aujourd'hui, vous le verrez, on en parlera. Tout était sur GitHub, sur la version bêta, donc avec les manifestes. Donc on pouvait pas se permettre d'industrialiser juste avec des curls et puis c'est fini. Donc ce qu'on a essayé de proposer, c'était de gérer la notion d'environnement avec du TerraGrunt. La partie opérateur et front-end de GMP, on a fait des modules custom avec Terraform. Et pour chacun des composants affiliés à ces modules Terraform, on a implémenté des chartes Helm. Parce qu'on côté Maison du Monde, on utilisait on utilisait Helm pour tout ce qui était packaging de nos applications qui étaient vouées à être déployées sur Cube. Donc ça, c'est le chart Helm de l'opérateur. Donc en fait, parce qu'en fait, les premières versions qui étaient sur GitHub, côté Google, on avait un YAML qui faisait 4 km, qui s'appelait setup.yaml. Donc du coup, nous, on l'a repris, on l'a splitté et adapté par rapport à notre contexte avec les labels côté Maison du Monde et le maximum de variabilisation pour pouvoir l'industrialiser au maximum et minimiser les coûts par rapport aux montées de version, parce qu'il y en avait beaucoup à cette époque-là. Donc il fallait que ça soit un minimum variabilisé pour qu'on puisse, nous, l'industrialiser le plus facilement possible pour gérer les montées de version. Alors,
Ça, c'est l'opérateur, le module Terraform qui permettait justement de déployer après le chart Helm. Il y avait juste une petite particularité, c'est que l'opérateur, pour pouvoir fonctionner correctement, il fallait qu'il ait une priority class côté cube custom. Donc, c'est pour ça qu'on l'a encadré, parce qu'on a eu pas mal de petites surprises au départ. Et là, c'était marrant, ou pas. Au départ, la première fois qu'on nous a dit, c'est bien, maintenant, vous pouvez déployer l'opérateur en full managé avec les collecteurs directement depuis la UI. Donc, dans la partie configuration sur la page de GKE. Les premières fois, c'était pas encore GA. Il nous arrivait d'arriver chez Maison du Monde, et puis Guillaume, il me dit, Victor, il y a un petit problème, en fait, l'opérateur, il est où? En fait, il y avait des petits soucis au départ, et des fois, l'opérateur était désinstallé. On savait pas trop pourquoi, Google non plus, mais bon, ça, c'était la petite anecdote. Et depuis la version 4.46 du provider Google de Terraform, on peut activer la solution GMP directement via l'infra as code. Donc là, c'est le chart Helm pour la partie front-end qui est très simple, rien de méchant, un deployment et un service. La seule particularité, c'est juste que en argument, il fallait lui passer en fait le project ID. Donc le project ID côté Google, sur lequel il allait s'appuyer pour récupérer les métriques désirées sur un dashboard donné côté Grafana. Et donc pour le déploiement, c'est ISO avec ce qu'on faisait pour déployer l'opérateur. C'est qu'on avait un module Terraform. Donc là, 2 modules parce qu'on avait un module qui nous permettait de déployer tout le socle un petit peu pour déployer nos applications avec tout ce qui était service account côté Google, côté Cube avec les namespaces. Et après, on avait le module, l'appel au module Terraform qui lui-même appelait le chart Helm pour déployer sur le cluster cible. Donc, comme le disait Guillaume en introduction, le but, c'était vraiment pas de faire de la tech pour faire de la tech, c'était vraiment d'apporter une réelle plateforme qui apportait le minimum de charge à nos équipes de dev. Il fallait qu'elles soient le plus autonomes possible parce que c'est pas forcément des sujets qu'elles devaient adresser parce qu'ils ont suffisamment de travail au quotidien pour la partie business. Donc, l'idée, c'est de pousser encore l'industrialisation de la solution un cran plus loin. Et l'idée, c'était justement de créer une librairie Helm qui permettait justement d'abstraire tout ce qui était la configuration et le déploiement de la CRD Pod Monitoring qui permet de scraper une application dans un namespace donné au sein d'un cluster Kubernetes donné. Donc, on a créé une librairie où on avait tout le squelette du manifeste qui était déjà préconfiguré avec les labels de Maison du Monde. Et donc, du coup, pour les devs, c'était juste dans leur chart Helm applicatif, ils avaient juste à rajouter la dépendance qui va bien. Donc, on avait appelé GMP la librairie, la version, et dans leur fichier de valeur, juste de dire, j'utilise la librairie GMP, j'ai besoin d'un pod monitoring, je veux que son nom, ça soit Node.js, et après, un petit dictionnaire pour dire le port sur lequel est exposé mon endpoint, le endpoint à scraper et la fréquence. Ils avaient que ça à faire, et quand ils déployaient leur chart applicatif, il y avait automatiquement cette CRD-là qui allait être déployée avec les bons labels. Et donc, du coup, on utilisait aussi toute la richesse de Helm, par exemple, pour la partie label, pour les sélecteurs, pour savoir le pod monitoring, quelle application il doit scraper avec tel label. On utilisait ça parce qu'en fait, toutes les applications utilisaient des librairies Helm. On avait des librairies pour toute notre stack, que ce soit du Node.js pour la partie JavaScript ou PHP Symfony. Et donc, du coup, tout était abstrait pour les devs. Ils se concentraient uniquement sur ce qui avait de la valeur pour eux, c'est-à-dire le nom de la CRD, comment scraper, donc le port, le pass, l'intervalle. Et puis après, c'était transparent pour eux. Et donc ça, c'est le résultat de la CRD Pod Monitoring quand elle est appliquée post-déploiement. Donc on peut retrouver tous les labels
le nom de donc les instances, par qui c'est managé, le nom de l'application, sa version, et on retrouve la configuration qu'on avait mis dans notre fichier de values.yaml du chart applicatif avec l'intervalle, le pass et le port. Et enfin, il fallait bien qu'on arrive à un résultat visuel. Donc ça, c'est un dashboard Grafana c'était sur le nouveau front de Maison du Monde, parce que ça a été, on l'a fait en co-construction aussi côté SRI, mais aussi avec l'aide des Ops et des équipes de dev. Donc là, c'était la feature team côté nouveau front. Et donc du coup, c'est l'un des dashboards qu'ils ont pu produire avec un ensemble de métriques. Donc là, des métriques plus bas niveau, pas des métriques business. Mais on avait toutes les informations sur le CPU, la version de Node, qui était directement utilisée par l'équipe de dev. Et je te repasse la main, Guillaume. Ouais. Alors, du coup, là, on a une belle stack de monitoring et surtout de métriques. En fait, on voit les métriques, on arrive à les repérer via GMP. Nous, notre objectif, c'était d'aller un poil plus loin et de pouvoir gérer l'alerting et de manière aussi simple que pour avoir les métriques. Du coup, on va repartir sur le principe des N-libraries et on va rajouter à notre librairie GMP la fonction rules qui va permettre aux développeurs d'enable cette feature et de permettre de créer des règles d'alerting. Donc ça se base sur l'objet alerting rules qui est basé sur PromQL et du coup qui est documenté par Prometheus. Derrière, l'objectif, c'est que cette rules-là soit évaluée par le module Rules Evaluator de GMP, donc qui est un pod qui se situe dans le namespace de Google Managed Prometheus et qui est automatiquement déployé. Et si la règle est à true, de l'envoyer vers un alert manager. Alors, il faut savoir que quand on a fait le projet, il n'y avait pas d'alert manager managé, donc il fallait utiliser l'alert manager libre. Alors, c'était vraiment un mal pour un bien parce que l'alert manager de Prometheus est vraiment très bien et très malléable. Celui de Google qui est inclus dans Stackdriver est un peu plus rigide. Et en plus, Alert Manager de Prometheus est facile à déployer et s'il n'a pas besoin de disque ou autre, donc il est vraiment très très simple. Donc on a fait le choix d'utiliser Alert Manager. Aujourd'hui, je sais que GMP peut se brancher directement à Stackdriver pour l'envoi de notifications, mais on n'a pas testé cette partie-là. Et donc notre objectif, c'est que l'Alert Manager envoie les informations à un pager d'outils en ayant automatiquement les informations fournies par les pods applicatifs. Donc voici un peu notre archi. Pour configurer les labels, il fallait qu'on déploie du coup l'Alert Manager via Helm. Donc ça, c'est la version qu'on peut trouver sur le site de Prometheus en open source. Et nous, on va juste configurer la partie route vers pager d'outils en récupérant les labels des pods. Alors, il faut savoir que chez Maison du Monde, il y a eu un énorme travail pour synthétiser les labels et les rendre identiques sur tous les pods. Donc ça, ce sont vraiment les labels qui se trouvent partout sur tous les pods de Maison du Monde. Et ce qui nous permet de récupérer le nom de l'équipe, le type de workload, le type de pod, l'environnement et l'entité dans Maison du Monde. Donc ça va nous servir à pouvoir les traiter et les rerouter par la suite. Donc on va voir que ça va être très utile. Sur la configuration de GMP, pour configurer du coup un Alert Manager custom, c'est assez simple. On déploie l'Alert Manager dans un namespace et on dit à GMP via ce petit morceau de code que l'Alert Manager se situe dans tel namespace, donc là le namespace Alert Manager, avec tel nom sur le port HTTP, il va l'auto-discover et lui envoyer les informations. Alors, voici un petit exemple de règle à implémenter côté développeur. Donc là, c'est une règle pour avoir l'event loop lag. Donc là, si c'est supérieur ou égal à 15 millisecondes, l'objectif, c'est de déclencher une notification. Donc, une fois qu'on a déclenché la notification, notre objectif, c'est de paramétrer automatiquement le pager d'outils, donc toujours pas d'intervention humaine, pour qu'il puisse le traiter et le rerouter vers la bonne personne. Pour ça, on a créé des service teams
production et non-production pour chaque équipe de Maison du Monde. Et en fonction de la provenance de l'alerte, on va le rediriger vers la bonne personne. En prod, on va juste le notifier sur les canaux Teams. Et en production, on va le notifier sur le canal Teams de production de l'équipe, ainsi qu'une escalation par mail. Et si les labels on-call et on-call documentation, les deux, sont setés au sein de l'application, au sein de l'alerte plutôt, alors on va avoir une escalation en HNO qui va nous permettre du coup d'avoir des astreintes sur cette règle-là. Et ça sera à la charge de l'équipe de dev de créer la documentation nécessaire à pouvoir intervenir en astreinte. Bien entendu, tout ça a été rassemblé, et du coup, on n'a plus qu'un code avec des loops pour pouvoir configurer entièrement PagerDuty. Il faut savoir que PagerDuty a un provider Terraform et peut être entièrement géré par lui. Donc voici un petit peu l'exemple sur PagerDuty. Donc on voit les règles là, par exemple sur 3 équipes chez Maison du Monde, le front middleware et une équipe qui s'appelle Mercure en production. Et sur PagerDuty, on peut voir du coup la payload qui est envoyée par l'Alert Manager. Et là, on voit qu'on récupère tous les éléments. Donc je vais cacher certains éléments, mais on voit l'équipe, on sait quelle équipe c'est, on sait quel namespace c'est. Donc avec ça, on peut créer des règles de routage automatiques sur la bonne équipe. Du coup, pour conclure sur cette partie-là, en fait, on a vraiment créé une stack de monitoring où d'un côté, il y a le travail du socle et qui est Ops, et de l'autre côté, les devs sont parfaitement autonomes. Du coup, il n'y a plus de notion de demande des Ops d'avoir certaines métriques des devs et de l'implémenter de leur côté. C'est vraiment aux devs d'implémenter les règles en fonction de leur code et en fonction de ce qu'ils implémentent au quotidien. Au premier retour et aux premières formations qu'on a fait aux devs, parce que notre objectif aussi, c'était de les accompagner au quotidien, aussi bien les devs que les ops d'ailleurs, les premiers retours étaient positifs, même si c'est compliqué pour les devs de reprendre une philosophie de « je manage mes propres métriques » pour pouvoir créer de l'alerting par la suite. Mais dès qu'ils arrivaient à comprendre cet élément-là et qu'ils avaient la main dessus et qu'ils étaient entièrement autonomes, ça marchait plutôt bien. C'était encore en développement et en déploiement, c'est-à-dire qu'il y avait certaines choses qui manquaient. Par exemple, la partie astreinte n'était pas tout à fait comme on le souhaitait en target. On voulait vraiment rajouter et l'embellir par la suite. Ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que c'est vraiment facile à manager. Donc, comme on a vu Thanos qui était un enfer, et on a eu des retours où des personnes étaient dédiées à ça, à juste manager du Thanos. Nous, on n'a rien fait, et ça fait 1 an, j'ai eu des retours aussi du manager qui est encore là-bas. Il n'y a pas touché depuis, et ça tourne sans problème. C'est mis à jour automatiquement, sans interruption, sans aucun manque des métriques, donc ça fonctionne vraiment très bien. Pour l'instant, et même en faisant un point avec lui, il n'y a pas de cost surprise. Le tableau des coûts est vraiment très bon, et c'est vraiment pas si cher que ça. C'est même pas très cher comparé par exemple à l'ingestion d'un Neuralink. Donc ça, c'est vachement bien quand on gère un budget. Mais par contre, ça ne remplace pas un APM, ça ne remplace pas des traces, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de faire de la métrique custom, faire des dashboards et faire de l'alerting sur ces métriques-là, et notamment des métriques business qui nous manquaient cruellement, et de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe sur notre infra et comment le manager même d'un point de vue de business. Petit bonus, à la fin de notre POC, Google a intégré toutes les métriques de Stackdriver via PromQL, vu que c'est relié à la même base de données. Donc, dès qu'on passe sur GMP, en fait, on a accès à toutes les métriques de Google, de GCP, via le langage PromQL. Et ça, c'est un vrai bonheur pour ceux qui ont manipulé du MQL, qui est une tannée. Donc, c'est vachement bien. Et du coup, on peut recroiser des métriques qu'on a business, qu'on a créées, avec des éléments dans le cloud directement de GCP, par exemple croiser des latences sur les load balancers face à l'applicatif, etc. Donc ça, c'est vachement bien. Donc, est-ce que vous avez des questions? Et merci de votre temps, déjà. Je pense qu'Ayman a une question. Ouais.
Ouais, j'ai une petite question en fait. Merci en tout cas pour la presse, c'est super clair en fait. Merci beaucoup. Et ça tombe bien en fait avec Victor, on est en train de travailler sur une stack similaire chez Servier. Et la question que je pose, c'est plus comment vous avez géré les dashboards pour les équipes dans la stack que vous avez développée en fait. Ouais, alors là, c'est une grande question. On n'a pas été entièrement satisfait de ce qu'on a fait. On cherchait vraiment des solutions un peu plus user-friendly là-dessus. On avait 3 Grafana. En fait, on avait un Grafana par environnement. On laissait les devs en full accès sur le développement. Une fois qu'ils avaient terminé leur dashboard en développement, en fait, on faisait une extraction du dashboard. Donc, dans un premier temps, à la main, on faisait un script en parallèle pour essayer de le faire de manière un peu plus automatique, mais on l'extrayait à la main, on changeait certaines valeurs dans le JSON du dashboard et on l'importait en staging, puis après en production. Et on essayait de faire un cycle de vie comme ça, mais ça ne nous plaisait pas totalement. Il manque une API à Grafana pour pouvoir gérer ou un connecteur qu'on souhaitait faire par la suite. Ouais, du coup, en fait, ouais, on est en phase, en fait, ouais, ce qu'on a mis en place, en tout cas. C'est pas encore en prod, mais voilà, c'est vraiment le même modèle, en fait, qu'on a implémenté. Ok, cool. Ben, merci. Oui, Idriss. Ouais, donc, moi, j'avais une question plus par rapport au POC sur Thanos. Est-ce que vous aviez benchmarké d'autres solutions? Parce que je pense à peu près dans la même période, on avait eu les mêmes soucis que vous, donc voilà, les problèmes de volumétrie sur Prometheus, la high availability, enfin, le truc classique. Et ouais, Thanos, ça nous paraissait un peu être une tanasse, on va dire, pour faire un jeu de mots. La fédération, de manière générale, c'est pas toujours satisfaisant, je trouve, sur les bases de données distribuées. Voilà. Et à l'époque, on a benché un truc qui s'appelait Victoria Metrics. Je ne sais pas si ça vous parle. Et, Alors, oui. Comment? Je connais, mais plutôt de manière historique. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, on avait poké les deux et effectivement, on avait eu les mêmes échanges avec GCP parce qu'on était sur GCP à cette époque-là et leur service de Thanos Manager n'était pas sec. Donc, on n'a pas pu partir dessus. Et en fait, de retour d'expérience, ça a marché plutôt pas mal. Il y avait un opérateur qui était assez propre sur Kubernetes. Et il y avait, enfin, l'avantage de VM, c'est qu'il y avait aussi la totalité des modules. Il y avait à la fois la TSDB qui pouvait aussi faire de l'object storage, qui avait à l'époque, au début, c'était 70% de compatibilité avec PromQL. Maintenant, ils annoncent 80, 90, je pense. Donc, nous, on a switché tous nos dashboards de Prom vers Victoria. On n'a rien réécrit. Toutes les requêtes, elles sont passées du premier coup. Et il y avait les agents, les VM agents, qui sont l'équivalent des petits collecteurs qui vont qui vont strapper les métriques, etc. Et vous l'aviez pas testé du tout. Il y en a d'autres aussi, je pense à ça. En fait, aujourd'hui, il y a tout un écosystème de réimplémentation de Prometheus en mode hyper distribué qui sont en train de naître. Donc Victoria, c'est un des premiers, mais j'en ai vu d'autres passer. Est-ce que vous les aviez mis dans votre bench? Alors, moi, je veux juste parler de Linit, après je laisserai Victor parler sur le reste. Mais sur Linit, en fait, on avait sélectionné les plus populaires. Du coup, Prometheus, Thanos, qui était vraiment le truc le plus populaire à ce moment-là. J'avais en tête ces outils-là. Après, on n'avait pas... Victoria, en fait, on a eu je crois que c'est eux qui font du Victoria Ops, je crois. Ils font le système de notification. Et en fait, ça s'était mal passé avec les ops sur un autre produit. Et du coup, on n'a pas vraiment regardé à ce niveau-là. Et à vrai dire, on a commencé à regarder et Google a réussi à nous convaincre sur GMP. Et du coup, on a poké GMP qui nous plaisait beaucoup. Surtout avec Workload Identity qu'on utilisait un peu partout. En fait, vu qu'on était vraiment très intégré. Workload Identity, c'est vraiment du provider et du login très simplifié. Donc, c'est vachement bien. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté là. Et après, je pense que Victor, il allait regarder ailleurs, parce que c'est lui qui a limite ça. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Victor.
Bah, moi, je l'avais vu, mais après, on avait aussi, enfin, le but, c'était quand même d'arriver à sortir la plateforme Ouais. à ZAP, entre guillemets. Et, hum, et du coup, en fait, on savait qu'il y avait une opportunité avec GMP, mais sans pour autant mettre toutes nos billes dessus, parce que aucune visibilité sur les roadmaps. Et puis Google, très commercial, ça arrive vite, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Mais voilà, on savait qu'il fallait bencher Prometheus en standalone, mais on savait aussi que c'était potentiellement pas la cible, mais il fallait quand même le faire. Et c'est là où ça s'est joué, c'était vraiment en fait Prometheus Thanos versus GMP, parce que des vidéos que moi j'avais pu regarder et les articles que Guillaume avait aussi trouvé sur Prometheus Thanos, on savait que c'était une stack qui était fonctionnelle, qui pouvait être industrialisée. Mais ce qui nous a vraiment freiné, c'est que déjà la partie Prometheus Thanos, ça a pris pas mal de temps pour la poker. Donc du coup, fallait pas que sur le banc de test, il y ait trop de solutions non plus, parce que sinon, pour faire un vrai bench, ça aurait pris trop de temps. Mais c'est vraiment le duel, entre guillemets, hein, si je peux me permettre, c'est vraiment Prometheus Thanos versus GMP. Et ce qui fait que Prometheus Thanos, bah voilà, c'est comme on l'a dit, c'est la partie MCO c'est vraiment hardcore. Même Ah ouais, on avait plein d'instances de prom un peu partout et de faire des boucles de réconciliation à n'en plus finir. Exactement. Et puis on a regardé quand même des tech talks de grosses structures qui avaient pris. Il y en avait une, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais ils avaient du Prometheus Thanos at scale, c'est-à-dire ils étaient en multi-région. Et en fait, l'archi SRI il te dit, ben ouais, ça marche nickel, on a des dashboards de fous furieux. Il fait par contre, on a une équipe dédiée qui maintient tout ça. Voilà. Ouais. L'avantage de l'autre, si je puis dire, c'est que by design, c'est déjà multi-région, multidistribué, que l'opérateur il est bien fait, que ça scale tout seul. Et en fait, bah, nous, on a fait un peu les mêmes trucs, c'est-à-dire qu'on a voulu poker les deux. Et assez vite, en fait, on s'est aperçu qu'en très peu d'efforts, la stack Victoria, elle était opérationnelle genre en une semaine, hein, tu vois, sans tous les dashboards compatibles, l'alert manager qui pousse sur du pager d'outils, tout ça compatible aussi, sans aucun problème. Donc très peu de réécriture. Et de l'autre côté, effectivement, bah, comment on va faire les boucles de réconciliation, les machins, la fédération. Donc nous, c'est le contraire, on a abandonné le POC Thanos avant. Mais mine de rien, même pour GMP, hein, parce que même si c'était en preview et que on a eu les accès, on a quand même pas mal challengé Google aussi, parce qu'on voulait s'assurer qu'il n'allait pas avoir trop de divergence avec les standards que Prometheus avait posés sur la gestion du workload identity, parce qu'au départ, c'était pas fonctionnel. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on leur remontait. Donc au départ, c'était par mail, hein, parce que voilà, il n'y avait pas de channel officiel. Au début, on n'avait pas trop de docs, donc c'était un peu essaye et puis adviendra que pourra. Mais bon, au final, ça s'est bien passé. Mais oui, c'était pas. On aurait pu effectivement tester Victoria et le gros avantage qu'on avait, Et voilà, nous aussi, pareil pour l'histoire de GMP, c'est que c'était pas prêt. Et si c'était prêt, ça se trouve, on serait allé dessus, quoi. mais le gros avantage qu'on avait, c'est qu'on avait un lien fort avec Google et on avait directement accès au PO et du coup avec les équipes de dev derrière. Et du coup, on pouvait directement leur demander des trucs, même si c'était par mail, on avait quand même un accès direct, et ce qui est assez rare quand même sur le produit en preview embarqué comme ça. Et du coup, on a pu avancer assez rapidement là-dessus. C'est ça. À nous, ça s'est joué sur le planning. Ils nous ont dit c'est en cours, on ne sait pas quand ça va sortir. Pareil, roadmap pas hyper machin. Donc forcément, on ne pouvait pas prendre le risque d'aller dessus, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que si c'était ready, potentiellement, ça aurait pu être ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions, non? Ok. Bon, bah, merci en tout cas, Victor et Guillaume. C'était très intéressant. Merci. Vraiment. Merci à vous. Bon, bah, Cool. c'était cool.
Merci beaucoup, les gars. Allez. Avec plaisir. C'est intéressant. Ça m'a rappelé une stack de monitoring que j'avais mis en place chez LVMH il y a 3 ans, avec Thanos également, Prometheus Thanos à l'époque, mais il n'y avait pas de GMP. Et du coup, par curiosité, ça s'était bien passé. On avait galéré pas mal. On a réussi à faire fonctionner, mais en douleur, on va dire. Mais du coup, Il y avait vous même aviez. il y avait un pseudo-opérateur qui existait. Alors, c'était en 2020, 2021, il me semble. Et c'était le tout début de Thanos à l'époque. Ouais, donc l'opérateur en V00 et pas avec toutes les fonctionnalités. Et du coup, vous l'aviez monté, cette stack, vous aviez pu la mettre jusqu'en production et utilisée par les équipes de dev. Ok. Exactement. Cool. Exactement. Sur du GKI aussi.